Une truite et son milieu. C'est dans ces eaux limpides et glaciales que se déroule toute son existence. Existence réglée par les courants, les bouleversements naturels, par la compétition avec ses semblables, par la peur, et scandée par la recherche continue de nourriture. Pour la truite, la nourriture est avant tout synonyme d'une chose, les insectes. Elle les capture en profondeur ou à la surface, quand elle apparaît un bref instant à l'air libre, dans ce monde qui n'est pas le sien. Des insectes, disions-nous, surtout des éphémères. Au cours de cette brève rencontre, nous nous occuperons de la nymphe, le stade aquatique de la métamorphose des insectes qui peuplent les cours d'eau. Et naturellement, nous nous occuperons de la pêche avec la nymphe, précisément. Il s'agit de présenter à un poisson l'imitation artificielle d'un insecte dont on est sûr, ou dont on suppose en tout cas qu'il se nourrit, de la lui présenter sous la surface de l'eau en l'incitant à la gober. Marriott et Halford peuvent être considérés comme les pères de la pêche à la mouche sèche, mais les deux figures qui, plus que tout autre, ont contribué à l'évolution de la pêche avec la nymphe sont sans aucun doute G.E.M. Skewes et Frank Sawyer. La pêche avec la nymphe peut être pratiquée de nombreuses façons. En lançant en amont ou à vue, comme on dit normalement, c'est-à-dire en lançant sur un poisson bien précis qui se trouve en amont de notre position. Ou bien en descendant le courant, soit sur un poisson qu'on a repéré, le License Ring Lift, comme le nomment les Américains, soit comme dans la pêche traditionnelle avec la noyée, en faisant passer la mouche sur les postes, où notre expérience nous fait supposer qu'il y a du poisson. Attitude qui provoque aujourd'hui, tout comme à la fin du siècle dernier, une moue désapprobatrice de la part des puristes. Par certains côtés, la pêche à la nymphe est plus exigeante que la pêche à la sèche. Alors que pour cette dernière, en effet, il existe deux dimensions, pour la pêche à la nymphe, il en existe trois. Pas uniquement longueur et largeur, mais aussi profondeur. D'où la nécessité de pêcher avec des artificiels plus ou moins alourdis. Il est clair que nous ne prétendrons pas résoudre tous les problèmes au cours de cette brève rencontre. Nous offrirons en tout cas une panoramique des matériaux et des techniques de construction de certaines artificielles et de leur utilisation au cours de la pêche. D'autre part, le monde de la construction des mouches artificielles est vaste. Des mouches sèches, de veau ou mouches d'imitation, aux nymphes, caddis, stoneflies, nymphes d'éphémères. Des streamers, imitation de nymphes de libellules ou d'alevins, aux poppers. Voici une table de montage sur laquelle se trouvent les ustensiles les plus classiques et les matériaux les plus disparates. L'étau, naturellement, puis les ciseaux, les finisseurs de nœuds, les pincettes, les porte-bobines déjà prêts à l'usage avec des soies multicolores ou des matériaux dont nous apprendrons les secrets et la façon de les utiliser. Le fil de cuivre et le plomb. L'innovateur polyfloss. Des poils d'animaux. Des plumages. Le très classique polypropylène, le surprenant New Dub, et les hameçons de différentes formes et mesures. Nous découvrirons les caractéristiques et les applications possibles de tous ces objets. Voici la méthode la plus rapide pour écraser l'ardillon de l'hameçon. En réalité, les hameçons produits par Tiemco sont tous dotés d'un ardillon très petit, et certains modèles sont même dépourvus de cet appendice. Quoi qu'il en soit, il est maintenant d'opinion courante que l'absence de cette petite pointe sur l'hameçon facilite grandement la remise en liberté des poissons. Si vous ne voulez pas avoir recours aux morts de l'étau, ou si vous êtes obligé d'accomplir cette opération sur les lieux de pêche, je vous conseille d'utiliser une petite pince à bec plat. Le matériau dont sont faits les tubes de ces porte-bobines exclut la possibilité que la soie de montage se casse en phase de construction. Mais celui-ci, de type classique, n'empêche pas que le fil soit soumis à une friction continue à l'entrée du tube.
C'est pour obvier à cet inconvénient qu'a été mis au point avec une simple mais géniale modification un porte-bobine qui permet au fil de traverser le tube sur un parcours rectiligne, réduisant le plus possible d'éventuels frottements. En outre, la poignée est beaucoup plus pratique. La pheasant tail est une imitation qui vise à reproduire les petites nymphes d'éphémères de la famille des Bettidae ou de l'Ephemerella ignita. Comme son nom l'indique, cette artificielle est construite avec les barbes provenant des grandes plumes caudales du faisan. Il en existe de plusieurs coloris, foncé, clair ou teinte. Pour cette nymphe, nous utiliserons celle de couleur plus foncée provenant du faisan mâle. Et au lieu de l'habituelle soie de montage, nous emploierons du fil de cuivre, de façon à alourdir notre imitation. Ceci est le dressing original, mis au point par l'anglais Frank Sawyer, célèbre garde-pêche de la rivière Avon dans le Hampshire et l'un des pères de la pêche à la nymphe. Pour commencer, nous formons à l'aide du fil de cuivre une petite boule à la hauteur du thorax de la nymphe. Il est important, durant l'enroulement, de veiller à ne pas tordre le fil de cuivre, car dans le cas contraire, il risquerait de se casser. Puis nous poursuivons l'enroulement en spire jointive jusqu'à la courbure de l'hameçon. Après quoi, nous prélevons quelques barbes de la plume de faisan, 5 ou 6. Voilà. Nous les positionnons sur l'hameçon et nous les bloquons avec 2 ou 3 spires de fil de cuivre. Attention, contrairement à la méthode habituelle, il ne faut pas ramener tout de suite le fil de cuivre vers l'avant, c'est-à-dire au point où nous voulons que se termine l'enroulement du matériau. Mais à l'aide de la pincette, nous commencerons à enrouler les fibres en spire serrée, tout en les tordant sur elles-mêmes. Une fois l'abdomen modelé, nous pourrons ramener le fil de cuivre vers l'arrière en spire large jusqu'au renflement du thorax. De cette manière, nous bloquerons les fibres tout en créant les rayures de la nymphe. Puis, quand les barbes seront fixées, nous pourrons couper l'excédent. Les fibres de faisan nous serviront aussi à façonner le thorax de la nymphe. Il est important qu'elle soit fixée du côté de la pointe, aussi bien derrière la petite boule de fil de cuivre qu'à proximité de l'œillet de l'hameçon. Nous couperons l'excédent. Puis, comme pour l'abdomen de la nymphe, nous les enroulerons à l'aide des pincettes Thunhackels en spire jointive, de façon à recouvrir la boule de fil de cuivre et jusqu'à l'œillet de l'hameçon. Maintenant, nous pouvons les arrêter avec 2 ou 3 spires, en veillant à ce qu'à la fin, elles soient positionnées vers le haut. Puis, avec le fil de cuivre, nous reviendrons en large spire jusqu'au début du thorax. Nous rabattrons toutes les fibres vers l'arrière pour imiter les poches alaires de la nymphe, nous les fixerons
Et nous effectuerons le nœud d'arrêt à l'aide, bien sûr, du finisseur de nœuds. Il ne restera plus qu'à couper le fil de cuivre et les excédents, et la mouche sera terminée. Frank Sawyer était persuadé qu'il ne fallait utiliser que quelques imitations. Il partageait ses modèles en foncé et clair. Foncé comme la Pheasant Tail ou clair comme la Grey Goose, réalisée précisément avec des fibres de plumes d'oie grises. Voici une variante possible, plus récente, réalisée avec des fibres de faisan de teinte olive. Voici du poil d'écureuil de différentes teintes. Pour cette nymphe-ci, nous nous servirons de 2 nuances de vert. La plus claire pour l'abdomen, la plus sombre pour le thorax. Après avoir fixé le fil de montage, nous irons en spire jointive presque jusqu'à la courbure de l'hameçon. Nous couperons l'excédent et nous ajouterons quelques spires supplémentaires. Nous pourrons alors fixer la queue de la nymphe en utilisant en l'occurrence des fibres de queue de faisan. 4 ou 5 suffiront. Une fois bloquées, elles devront être d'une longueur inférieure à celle de la hampe de l'hameçon. Nous couperons l'excédent, puis nous ajouterons un morceau de tinsel doré de section ronde. Il suffira de 4 à 5 tours de fil pour le bloquer. Après le coup de ciseau habituel, nous appliquerons sur le fil de montage une mince couche de cire solide qui favorisera le fixage du matériau de dabbing. Nous nous servirons du poil d'écureuil de teinte olive claire. Le poil d'écureuil, formé de fibres assez longues et très douces, se prête parfaitement bien à la construction de nymphes et d'émergentes. En outre, le duvet souple auquel il est mélangé garantit une bonne capacité de retenue de l'eau, ce qui entraîne un alourdissement de l'artificiel en phase de pêche et une grande mobilité en immersion. La mouche en devient d'autant plus attractive. Maintenant, nous effectuerons à l'aide des pincettes Toonhackels le rayage de l'abdomen de la nymphe, avec le tinsel que nous enroulerons en spires espacées et équidistantes dans le sens contraire à l'enroulement principal. Ensuite, nous l'arrêterons avec quelques tours de fil bien serrés et nous éliminerons la partie en excédent. Les barbes de plumes de faisan sont sans aucun doute l'un des meilleurs matériaux pour la construction des poches alaires de la nymphe. Nous en prélèverons quelques-unes et nous les positionnerons sur l'hameçon au point où nous étions restés avec la soie de montage. Il est important de les fixer solidement du côté de la base en passant et repassant avec des spires bien serrées de fil de soie. Pour le thorax, nous utiliserons du poil d'écureuil teinte olive, mais d'une nuance plus foncée. La quantité de matériau à appliquer sur le fil est nettement supérieure, dans ce cas, à celle qu'on utilise pour l'abdomen. Il faudra faire en sorte, par ailleurs, que notre dabbing reste bien vaporeux, de manière à former, une fois terminé, aussi bien le renflement du thorax que les pattes de la nymphe.
Quand nous aurons terminé l'enroulement, nous porterons le fil à proximité de l'œillet de l'hameçon. Maintenant, nous ramenons vers l'avant les fibres de faisan que nous fixons par des spires jointives de fil de soie. Il est indispensable d'effectuer des spires jointives de manière à recouvrir la plus grande surface possible de barbe, et cela aussi bien pour emprisonner le matériau que pour définir la tête de notre imitation. Nous coupons l'excédent et, à l'aide du finisseur de nœuds, nous arrêtons le tout avec 2 nœuds bien robustes. Le premier, le second. Nous coupons la soie de montage, quelques petites retouches inévitables, et la nymphe est terminée. Comme vous pouvez le constater, notre imitation, surtout vue d'en haut, a pris l'aspect caractéristique d'une petite nymphe d'éphémère. Et voici quelques exemples de variantes possibles. Nous avons déjà fait connaissance, au cours d'une précédente rencontre, de cette mouche extraordinaire qu'est la GRHE, la Gold Ribbed Hair Ear, dans la classique version anglaise reproduisant une nymphe flottante de la famille des Bétidés. Les Américains, par contre, l'utilisent comme une véritable nymphe. Au lieu de la collerette touffue qui en favorise la flottabilité, ils la construisent en mettant bien en évidence les poches alaires, avec la méthode que nous avons décrite précédemment. Ainsi, une fois que nous aurons fixé les barbes de plumes de faisan, nous passerons au rasage des poils de lièvre que nous utiliserons pour le thorax et les pattes de la nymphe. Nous couperons une bonne quantité de poils et de duvet, et nous arracherons une bonne quantité également de poils plus longs. Après avoir mélangé le tout, nous pourrons appliquer notre dubbing sur le fil préalablement enduit de cire de montage. Comme dans la version anglaise, le thorax, constitué d'un dubbing compressé et donc vaporeux, apparaîtra doux et volumineux. Il ne restera plus alors qu'à rabattre vers l'avant les fibres de faisan pour avoir une imitation des ptérothèques de la nymphe. Nous les fixons, nous coupons l'excédent, puis nous effectuons le nœud de fermeture en utilisant, comme d'habitude, le finisseur de nœud à ressort. Un autre nœud par précaution, et voilà. Pour terminer, à l'aide de cet ustensile approprié, nous détendrons, nous peignerons les poils les plus longs qui dépassent et qui ont pour rôle d'imiter les pattes. Et voici le résultat final. Le matériau contenu dans ce distributeur extrêmement pratique n'est autre que le polypropylène. Ce n'est là qu'une partie de la vaste gamme de coloris disponibles dans le commerce. L'utilité pratique de ce système de présentation réside dans le fait que l'on a à portée de la main une quantité de matériaux suffisante, tout en ayant une vue d'ensemble des différents coloris disponibles. Nous enroulons notre poli sur un hameçon sur lequel nous avons fixé auparavant une queue constituée d'une touffe de barbe de coq teinte olive et un bout de fil de cuivre de section moyenne.
Dans le cas présent, le polypropylène ne doit pas être enroulé sur le fil de montage aussi délicatement qu'on le fait en général dans la construction des mouches sèches. En effet, une plus grande quantité de ce matériau, éventuellement compressé, favorise la capacité de cet artificiel d'absorber et de retenir l'eau. Quand nous aurons terminé l'enroulement, nous effectuerons, à l'aide des pincettes habituelles, le rayage de l'abdomen, avec du fil de cuivre qui aura, en l'occurrence, un triple rôle. Donner un minimum de poids à l'artificiel, rendre plus solide l'enroulement principal, et donner du brillant à la nymphe. Pour les poches à l'air, nous utiliserons une fois de plus des barbes de plumes de faisan que nous fixerons, comme nous l'avons déjà vu, à la hauteur de leur base, avec un certain nombre de spires bien serrées de soie de montage. Nous les bloquerons solidement, puis nous couperons l'excédent. Voici des plumes de perdrix. La perdrix commune, ou son substitut, la perdrix grise, est communément utilisée aussi bien dans la construction des mouches sèches que des noyers ou des nymphes. Nous utiliserons une plume de perdrix, donc, pour reproduire en l'occurrence les pattes. Après avoir débarrassé la plume des barbes lanugineuses qui se trouvent à la base du tuyau, nous sélectionnerons la portion qui nous intéresse par quelques petites touches délicates à contrepoil. Puis nous fixerons la plume sur l'hameçon du côté de la pointe et tout contre le début du thorax. Nous couperons l'excédent, puis, toujours avec le polypropylène, nous commencerons à façonner le thorax. Contrairement au cas précédent, le matériau de dubbing ne devra pas être appliqué de façon vaporeuse, car ce ne seront pas les résidus de celui-ci qui formeront les pattes de la nymphe, mais les barbes de la plume de perdrix, dont la douceur et la souplesse conviennent parfaitement bien à cet emploi. Une fois terminé l'enroulement, nous rabattons la plume de perdrix vers l'avant en la fixant par son tuyau tout contre l'œillet de l'hameçon. Puis, avec les doigts, nous disposerons la plume sur le dos de la nymphe, en veillant à ce qu'elle soit bien centrée. Nous ramènerons vers l'avant les fibres de faisan de manière à recouvrir le tout et nous les fixerons de la manière habituelle. On élimine la partie en excédent, un nœud solide et le travail est terminé. Ces nymphes peuvent être réalisées avec des matériaux aussi bien artificiels que naturels, mais elles sont toujours très imitatives et particulièrement prenantes. Comme nous l'avons dit en ouverture, les deux grandes figures de la pêche en nymphe sont Skews et Sawyer. Tout comme Halford, père de la pêche en mouche sèche, avec lequel il entretint une vive polémique, Skews théorisa la technique de la pêche en amont. Il s'agit d'une pêche où on lance en amont d'un poisson déterminé et en activité une imitation de nymphe la plus exacte possible, qu'on laisse descendre vers le poisson et à la même profondeur. La technique développée par Sawyer, elle, renversait le problème. Lui considérait qu'il était plus important que l'imitation n'eût que l'apparence de la nymphe, mais qu'elle se comportât comme telle. En d'autres termes, il s'agit de lancer en amont d'une truite en activité une nymphe plombée. Quand l'imitation arrive juste devant la truite, on soulève le sion de la canne à pêche,
La nymphe, alors, se soulève juste sous le nez du poisson, qui instinctivement le gobe. Cette technique se nomme Induced Take, littéralement prise stimulée. Voici une peau de poule. Nous prélevons dans la zone basse du cou une plume que l'on débarrasse de toutes les fibres lanugineuses et fragiles qui en recouvrent la base. Nous l'utiliserons pour constituer la collerette d'une nymphe émergente. La plume devra être disposée de côté contre l'œillet de l'hameçon sur lequel nous aurons façonné un petit corps en poli rayé de fils de cuivre. Les queues de la nymphe seront faites elles aussi d'une touffe de fibres provenant de la poule. Nous coupons l'excédent du tuyau de plume et nous commençons l'enroulement. Durant cette opération, nous devons nous aider des doigts de la main gauche pour repousser les fibres vers l'arrière, et cela à chaque tour et avant le tour suivant. Cette façon de faire est nécessaire parce que les fibres de poule, contrairement aux fibres de coq, sont souples et ne se disposent pas toujours uniformément. Et aussi parce que la plume a été disposée sur une zone de l'hameçon déjà recouverte et présentant une certaine conicité, du début du corps jusqu'à l'œillet. Après avoir fixé le hackle et coupé la partie en excédent, il faudra, avec un certain nombre de spires de fil de montage, profiler la tête de la nymphe, en repoussant vers l'arrière, à chaque tour d'enroulement, toutes les fibres qui figurent les pattes et les ailes non encore déployées de l'insecte. Ce type de nymphe est très proche comme conception des mouches noyées classiques ou des premières nymphes mises au point par G.E.M. Skewes, le père de la pêche en nymphe. Pour ce qui est de leur emploi, disons qu'elles se prêtent bien en format moyen ou petit à la classique pêche en noyer ou à la pêche à vue, en amont ou en aval. Construites sur des hameçons moyens grands, elles conviennent pour la pêche dans les grands réservoirs ou dans les lacs. Si elles sont utilisées avec des queues flottantes et des bas de ligne longs et récupérées lentement. Bref, c'est une mouche à presque tout faire. Le New Dub, apparu depuis quelques années seulement sur la scène des matériaux de construction, a déjà acquis une connotation de matériaux classiques et, au même titre que la microchenille, son proche parent, permet des applications de montage des plus géniales et des plus rapides, avec des résultats, sur le plan de l'imitation et de la robustesse, tout à fait extraordinaires. Les applications pour mouches sèches type bodyflies sont bien connues, ainsi que l'emploi d'un seul morceau d'une unique couleur enroulé sur la hampe de l'hameçon. Pour notre nymphe émergente, nous nous servirons cette fois de 2 segments de New Dub de couleurs différentes que nous enroulerons en même temps. Après les avoir solidement fixés sur la hampe de l'hameçon avec de nombreuses spires de soie de montage, nous commencerons à les torsader de manière à créer un unique cordon tressé et versicolore. Il ne restera plus qu'à enrouler ce matériau sur la hampe de l'hameçon jusqu'au point où on s'est arrêté avec la soie de montage. À chaque spire que nous effectuerons, il faudra encore torsader les 2 segments pour garder inchangé sur toute la longueur du corps l'effet désiré. Un peu avant d'arriver à l'œillet, nous stopperons le New Dub par quelques spires bien serrées de soie. Puis nous couperons l'excédent.
Un petit hackle de poule et cette imitation simple mais efficace sera terminée. Le New Dub convient parfaitement bien pour effectuer le rayage de nos artificiels. Dans ce cas, il enrichit le corps d'une autre émergente, corps qui est construit avec un dubbing de poils d'écureuil. En l'occurrence, l'enroulement du New Dub se fait dans le sens contraire à l'enroulement principal. Quelques spires bien serrées de soie de montage permettront d'obtenir une structure solide et très simple. Nous coupons l'excédent. Encore quelques spires. Et avec l'habituel hackle de poule, notre petite émergente est terminée. La pêche avec des nymphes émergentes, comme celle que nous avons décrite jusqu'à présent, peut être pratiquée aussi bien selon la méthode de Skewes qu'enrichie de la technique de Sawyer. Dans ce cas, la petite imitation, entraînée par le courant, a été saisie par une truite en activité juste sous la superficie de l'eau. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement grande, cette truite nous montre de quelles accélérations subites elle est capable et de quelle énergie elle est dotée. Il convient donc d'abréger autant que possible cette phase de l'action afin d'éviter de trop la malmener. Après quoi, on se fera un point d'honneur de la relâcher dans son élément. Voici une petite nymphe qui n'est pas loin d'éclore. On s'en rend compte d'après un certain nombre de détails, mais surtout d'après la couleur très sombre de ses poches alaires. Et ceci est une plume de croupion de canard, que nous utiliserons pour soutenir notre petite imitation juste sous la surface de l'eau. Exactement comme une petite nymphe d'éphémère, un instant avant son passage au stade subimaginal. La plume de cul de canard, qui ici est montée selon la méthode Iris, assure la flottabilité de la nymphe, et a également pour fonction d'imiter les poches alaires de la mouche, d'où débordent les ailes à peine ébauchées. Une fois la plume fixée du côté de la pointe, nous construirons le thorax avec du dabbing de poils d'écureuil, le même que celui qui sert à façonner l'abdomen, mais d'une nuance plus foncée, car le thorax de l'éphémère est toujours plus foncé que le reste du corps. Durant son application sur la soie de montage et dans les spires effectuées sur l'hameçon, ce dabbing devra toujours être un peu vaporeux, jamais trop compressé, étant donné que les résidus serviront à imiter les pattes de l'insecte. Maintenant, nous rabattons vers l'avant la plume de cul de canard que nous fixons avec des spires jointives de fil de montage à proximité de l'œillet de l'hameçon. Puis nous éliminons l'excédent. Et comme d'habitude, nous achevons notre petite nymphe flottante avec un nœud bien solide. Ce système est également valable sur des imitations bien plus grandes que celle-ci. En effet, la flottabilité du cul de canard garantit une excellente tenue sur l'eau de nos imitations. L'assiette de ces nymphes est déterminée par le poids de l'artificiel et par la position de la plume de croupion de canard. D'ailleurs, nous voyons dans ce cas que la plume, montée tout à fait en tête, soutient parfaitement une nymphe de taille appréciable. Les Américains, eux, utilisent le polypropylène plutôt que le croupion de canard. Après avoir construit de la manière habituelle le corps de la nymphe, nous enroulons sur le fil de montage une petite touffe de poly de couleur sombre. Il est préférable, dans ce cas, de ne pas avoir recours à la cire, pour ne pas alourdir l'artificiel. Puis, après avoir porté le fil en haut, nous amasserons tout le poly sur le dos de la nymphe de manière à former une petite boule. Attention, en bloquant de nouveau le fil sur la hampe de l'hameçon, il faudra faire en sorte que le polypropylène reste bien souple et vaporeux. Il devra avoir en effet la même fonction que la plume de cul de canard. Pour imiter les pattes de la nymphe, nous utiliserons les fibres de plume de coq, en l'occurrence de teinte olive. Nous en appliquerons 2 touffes légères sur les côtés de la petite boule de poly.
Leurs pointes devront être divergentes, retournées vers l'arrière et légèrement vers le bas. Nous les appliquerons l'une après l'autre en les bloquant aussi bien devant que derrière les poches alaires. La fonction de ces balanciers n'est pas uniquement imitative. Elles servent avant tout à équilibrer la nymphe sur l'eau. Nous ferons avec la deuxième touffe le même travail que nous avons fait avec la première, en veillant à ce qu'une fois montée, elle ait la même longueur et la même inclinaison que la première. Nous couperons la partie en excédent, puis nous modèlerons le thorax de la nymphe en utilisant du polypropylène. Après avoir appliqué uniformément notre dubbing sur la soie de montage, nous l'enroulerons aussi bien derrière que devant le renflement de poly, pour aller finir contre l'œillet de l'hameçon. Et l'on terminera la mouche avec l'habituel nœud de fermeture. Contrairement à celles qui sont construites en croupion de canard, ce type de nymphe, bien que très efficace, ne conserve pas très longtemps sa capacité de flottabilité. Et pourtant, son assiette dans l'eau est parfaite. Et la bulle d'air emprisonnée entre les fibres de poly et qui en assure la tenue sur la surface attire irrésistiblement les truites. Elle reproduit en effet les toutes petites bulles qui se forment durant l'éclosion d'un éphémère et qui le soutiennent tout au long de cette délicate opération. Voici des petites boules de polystyrole et un carré de nylon provenant d'un bas de femme. Nous utiliserons ce matériel pour construire la poche à l'air d'une petite nymphe. Après avoir emprisonné une boule dans le carré de bas, mettant à profit l'élasticité du tissu, nous la positionnerons sur l'hameçon, où nous aurons préalablement façonné l'abdomen. Nous bloquerons la boule par des spires de soie de montage, en prenant soin, durant l'opération, de maintenir le tissu bien tendu. Il est important de fixer la plus grande portion possible de bas afin que le polystyrole adhère parfaitement bien à la tige de l'hameçon. Puis nous éliminerons l'excédent du bas de nylon. Quant au thorax de la mouche, pour le former, nous utiliserons un dubbing en poil d'animal, en l'occurrence d'écureuil. Une fois appliqué sur la soie de montage, nous enroulerons ce dubbing aussi bien derrière que devant la boule de polystyrole. Nous terminerons en arrêtant la mouche par quelques nœuds que nous ferons à l'aide du finisseur à ressort. Les poches alaires de la nymphe sur le point d'éclore sont de couleur très foncée. C'est pour cela que nous noircirons à l'aide d'un feutre indélébile la boule blanche de polystyrole, en veillant à ne pas laisser de zone découverte. Un étau tournant à 360 degrés nous fournira une aide précieuse pour ce genre de travail. On prétend que c'est un célèbre pêcheur américain, Charles Brooks, qui, le premier, eut l'idée d'employer un morceau de bas de nylon pour enfermer du matériau semi-flottant. Mais les premières suspender nymphes, utilisant des matériaux à cellules fermées, tels que l'éthafoam ou le polystyrole, ont été mises au point par Brian Clark et John Goddard, deux grands pêcheurs et constructeurs anglais. Des trois systèmes de construction de nymphes flottantes décrits jusqu'ici, ce dernier est sans doute le plus efficace. La raison en est simple. Même s'il arrive que le courant fasse couler la nymphe, celle-ci tendra toujours à remonter vers la surface. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle est plus prenante,
car elle reproduit parfaitement le comportement d'une nymphe en phase d'éclosion. Ceci est le stade de l'insecte qui précède l'éclosion à proprement parler et que nous reproduisons avec les émergentes. Et enfin, pour imiter un éphémère totalement émergé et en train de sécher ses ailes désormais prêtes pour le vol, nous utiliserons une mouche sèche. La première idée qui nous vient à l'esprit pour pêcher en eau peu profonde, c'est d'utiliser des mouches sèches. Mais les petites nymphes que nous venons de décrire, notamment le croupion de canard ou la boule de Polly, se révèlent très rentables, surtout dans les moments où le poisson ne remonte pas vers la surface ou a tendance à tout refuser. Même une nymphe légèrement plombée, qu'on laisse glisser sur les galets au fil du courant et qu'on soulève de la pointe de la canne quand elle a accompli son trajet, semble donner de bons résultats. En milieu de journée, lorsqu'il fait chaud, la nymphe semble être le choix le plus indiqué dans des eaux comme celle-ci. Et lorsqu'éventuellement on se trouve devant un poste plus profond, rien ne nous empêche d'utiliser des nymphes plombées. Ce bel exemplaire à la livrée presque dorée, par exemple, n'a pas résisté à la tentation. Polyfloss, c'est le nom d'un nouveau matériau destiné à révolutionner le monde des artificiels. Il est disponible dans une infinité de coloris et à l'aspect d'un petit cordon lanugineux et élastique. Il est constitué d'une multitude de fibres très fines qui lui confèrent, en position de repos, un aspect incroyablement vaporeux. Mais dès qu'on le tire, il prend les caractéristiques d'un fil de montage très résistant. Nous l'appliquerons comme un matériau normal, mais dès les premières spires, on s'aperçoit qu'un seul enroulement couvre déjà une bonne partie de l'hameçon. Si l'on veut continuer la construction avec un dubbing, il suffira de couper 60 à 70% du fil. Amasser la partie coupée sur les fils restés intacts et continuer l'enroulement jusqu'au résultat désiré. Les fibres restantes conservent une incroyable résistance, nous permettant de continuer aisément la construction de la mouche. Le meilleur usage qu'on peut en faire est sans doute pour les sèches, mais il y a aussi de multiples possibilités pour les nymphes. Le polyfloss est particulièrement indiqué pour la construction des petites larves. On commence avec le fil bien serré sur l'hameçon, puis on continue sur la seconde partie du corps de l'imitation avec un dabbing, selon la méthode que nous venons de décrire. Juste avant d'arriver à l'œillet de l'hameçon, nous poursuivrons avec un second porte-bobine chargé avec le même matériau, mais de couleurs différentes. Les premières spires bloqueront aussi bien le nouveau fil que le précédent, nous permettant ainsi de couper les excédents et d'éliminer le premier porte-bobine. Nous adopterons le même processus avec la nouvelle couleur. Nous couperons une grande partie des fibres du polyfloss. Nous les entasserons sur celles qui sont restées intactes et nous reprendrons le dubbing pour former la partie proche de la tête. Un nœud de fermeture bien solide et l'opération est terminée.
Voyons comment il est possible de construire une nymphe en utilisant du polyfloss. Fixons au début de la courbure de l'hameçon quelques fibres de poil d'élan. Comme vous le voyez, le polyfloss se comporte, en l'occurrence, comme un fil de soie normal. Nous ajoutons un morceau du même matériau, mais de couleur contrastante, pour former les rayures de l'abdomen. Ensuite, avec le fil principal, nous construisons le corps de la nymphe en passant et en repassant sur les mêmes points, et en donnant une certaine conicité à notre construction. Maintenant, nous effectuons le rayage en enroulant le morceau de couleur claire en spire large et en sens contraire à l'enroulement principal. Nous l'arrêtons. Et nous coupons la partie en excédent. Pour les poches à l'air de la nymphe, nous utiliserons là aussi des fibres de plumes de faisan. Nous les fixerons au début de l'abdomen, du côté de la base, avec une série de spires bien jointives. Par contre, nous utiliserons une plume de coq pour imiter les pattes de l'insecte. Après en avoir nettoyé la base, nous fixons la plume près du point d'attache des fibres de faisan. Nous éliminons l'excédent, puis avec le polyfloss, nous façonnons le thorax de la nymphe. Quelques spires suffiront. Après avoir enroulé le hakel, nous rabattons vers l'avant les barbes du faisan et nous les fixons solidement près de l'œillet de l'hameçon. Il est important qu'à chaque spire, le fil soit ramené vers l'arrière, de façon qu'il contienne la plus grande quantité possible de fibres. On coupe la partie en excédent, les inévitables retouches, le nœud d'arrêt, et voilà comment se présente la nymphe une fois terminée. Liquilace, ce qui signifie à peu près lacet transparent. En fait, il s'agit d'un petit tube de plastique transparent de différentes sections et d'une infinité de coloris. Il possède en outre la caractéristique extraordinaire d'être très résistant tout en étant élastique. Il se prête, comme peu d'autres matériaux, à la reproduction du petit corps des larves ou de l'abdomen des nymphes d'éphémères ou plécoptères. Pour imiter une larve de chironome chargée d'hémoglobine, nous en utiliserons un morceau de couleur rouge vif, que nous fixerons sur un hameçon de type grub. Nous l'enroulerons en spire jointive tout en l'étirant de manière à en réduire la section et à le transformer en une espèce de cordon plat. Le fil que nous employons est également rouge. En effet, le Liquilace, étant donné sa transparence, change de tonalité selon la couleur du matériau sur lequel il est enroulé.
Arrivés à l'œillet, nous bloquons le petit tube par quelques spires de soie de montage. La souplesse et l'élasticité du matériau facilitent cette opération. La soie mord cette espèce de caoutchouc et l'emprisonne solidement, sans que l'épaisseur de la construction s'en ressente. Après avoir coupé l'excédent, la larve peut être considérée comme terminée, mais on peut aussi l'enrichir d'un petit dabbing à la tête. L'emploi du Liquilace peut être combiné avec d'autres matériaux, en l'occurrence le polyfloss. Nous en couperons un morceau de couleur blanche et nous le replierons pour en augmenter le volume. Nous nous en servirons pour imiter les antennes d'une larve de moustique. Nous l'appliquerons à l'extrémité d'un hameçon de type grub déjà préparé avec du Liquilace de couleur rouge, mais enroulé sur une base de fil noir. Nous le bloquerons avec quelques spires de soie de montage, puis nous éliminerons la partie tournée vers l'abdomen. Puis, à l'aide du finisseur de nœuds, nous arrêterons et nous couperons le fil noir. Pour continuer la construction, nous utiliserons du polyfloss de couleur marron. Quand nous l'aurons fixé avec le système habituel, nous créerons un dubbing imitant le thorax de la larve. Nous couperons une bonne partie des fibres du polyfloss, nous les amasserons sur celles qui sont restées intactes et nous commencerons l'enroulement. La plus grosse partie du dubbing devra être concentrée derrière les antennes de la larve. Mais nous ferons 2 ou 3 spires devant ces mêmes antennes. Nous terminerons contre l'œillet de l'hameçon où nous effectuerons le nœud d'arrêt. Nous couperons le polyfloss, nous éliminerons d'éventuels résidus, nous ajusterons les antennes et l'artificiel sera prêt à l'usage. Si l'on veut alourdir les nymphes et les larves construites avec le Liquilace, il suffit d'y mêler du fil de cuivre ou de plomb. Sur un hameçon de type grub, nous appliquons un morceau d'un petit tube de couleur jaune, à l'intérieur duquel on aura enfilé un morceau de fil de cuivre de section plutôt grosse. Puis nous l'enroulons en spire jointive. On utilise du plomb ou du cuivre selon que l'on veut alourdir plus ou moins l'artificiel, ou que l'on désire donner à l'imitation des reflets plus argentés ou plus dorés. Durant l'enroulement, nous pourrons choisir ou d'étirer légèrement le Liquilace à chaque spire, ou de le laisser tel quel pour donner une plus grande épaisseur interne entre les parois du tube et le fil de cuivre. Comme nous l'avons dit, le Liquilace existe en nombreuses sections, du très fin au large. Il est donc possible d'effectuer le même genre d'opération sur des hameçons de toutes les dimensions. Après avoir recouvert toute la hampe de l'hameçon, nous stoppons le petit tube. Nous coupons le résidu et nous complétons l'imitation avec un dubbing en tête. Pour construire des larves sur des hameçons très petits, il suffira d'enfiler le Liquilace directement sur l'hameçon. Ensuite, avec du fil de montage de couleur contrastante, on effectue le rayage imitatif des cercles abdominaux. Comme vous pouvez le voir, le résultat est tout à fait satisfaisant.
L'emploi de petites perles de métal pour alourdir les nymphes est propre à la tradition autrichienne de la pêche à la mouche. Pour appliquer une de ces petites boules perforées sur un grand hameçon, il faut créer un support qui la soutienne et l'emprisonne. Dans ce cas, nous utiliserons un morceau de fil de nylon de diamètre assez gros que nous brûlerons avec la flamme d'un briquet pour créer un obstacle qui empêche la perle de sortir. Nous l'appliquerons à la tête de notre imitation en fixant solidement et sur un long tronçon le fil à pêche pour éviter qu'elle ne se défasse. Ces petites sphères percées sont généralement métalliques. On les trouve dans le commerce dorées, argentées et nacrées. Les gold beads, littéralement perles dorées, sont généralement en laiton. Il en existe aussi en plastique, mais elles ne conviennent pas à l'alourdissement des artificiels. Nous allons réaliser les queues de notre nymphe avec des fibres de plumes de poule faisane, d'un coloris plus clair que celle du mâle. Nous les appliquerons en touffe juste avant la courbure de l'hameçon, et nous les bloquerons avec quelques tours de fil. Nous couperons l'excédent, puis nous ajouterons un bout de fil de cuivre de section moyenne pour constituer les rayures de la nymphe. Nous le fixerons par de nombreuses spires de soie de montage, puis, à l'aide d'une bonne dose de cire de montage, nous préparerons le dubbing pour le corps. Nous utiliserons dans ce cas un substitut synthétique de poils de phoque couleur lit de vin, rigide en même temps que crêpé. Pendant l'application sur la soie de montage, il faudra bien veiller à le comprimer autant que possible, car ce matériau a tendance à reprendre son aspect vaporeux originel. Quand nous aurons effectué le dabbing, nous procéderons au rayage de la nymphe avec le fil de cuivre, toujours en spire large, mais cette fois dans le sens de l'enroulement principal. La perle dorée a pour double rôle d'alourdir sensiblement l'artificiel et de reproduire la bulle d'air qui se forme quand une nymphe est sur le point d'éclore. Quand nous aurons terminé le rayage, nous fixerons le fil de cuivre. Nous couperons l'excédent et nous bloquerons avec le nœud final. Ce type d'artificiel est particulièrement indiqué pour la pêche à la truite arc-en-ciel, qui est extraordinairement attirée par les reflets de la perle dorée. Encore des perles dorées, des fibres de paon et de perdrix. Ce sont les ingrédients de la prochaine nymphe. Les dimensions de l'hameçon permettent, cette fois, d'enfiler la perle de cuivre directement sur la hampe de l'hameçon. Nous fabriquerons les queues de la nymphe avec des barbes de plumes de perdrix. Le corps de la nymphe, lui, sera façonné avec quelques barbes provenant des plumes caudales du paon. Nous en fixerons quelques-unes, 4 ou 5, du côté de la pointe et contre la queue de l'artificiel. Puis nous les bloquerons sur une longue partie de la hampe de l'hameçon.
Après avoir éliminé la partie en excédent, nous les enroulerons en spires contiguës tout en les torsadant de façon à créer un cordonnet compact qui devra recouvrir, lorsque nous aurons terminé, environ les 2/3 de l'hameçon. Encore un tour. Voilà. L'enroulement terminé, nous les fixerons. Et nous éliminerons l'excédent. Pour les poches à l'air, nous emploierons dans ce cas aussi des fibres de faisan que nous fixerons par leur base au bout de l'abdomen. Nous couperons le surplus en veillant à débarrasser soigneusement des résidus toute la zone. Nous arrêterons le tout avec un nœud que nous ferons avec le finisseur à ressort. Puis nous couperons la soie de montage. En fait, dans ce cas, la perle dorée ne se trouvera pas en tête. Elle constituera le thorax de la nymphe. Après l'avoir positionnée, nous pourrons poursuivre la construction en repartant avec la soie de montage devant la perle. Ensuite, nous choisirons une plume de perdrix, nous la débarrasserons du duvet qui se trouve à la base, et nous la fixerons devant la gold bed de côté, et la partie concave tournée vers la queue de la nymphe, de façon à ce que, pendant l'enroulement, les fibres se disposent naturellement vers l'arrière. Nous couperons l'excédent, puis, à l'aide de la pincette adéquate, nous enroulerons la plume, en prenant soin à chaque spire de tirer avec la main gauche les fibres vers l'arrière. Comme vous le voyez, la plume n'a pas beaucoup à offrir, il faut donc l'exploiter au maximum. Après avoir coupé les résidus, nous répartirons les fibres de perdrix avec les doigts. Et nous ramènerons vers l'avant les barbes de la plume de faisan. Nous les fixerons par quelques spires jointives de soie de montage et nous terminerons en poussant bien vers le bas les fibres de perdrix. Nous couperons l'excédent et nous répéterons l'opération en dimensionnant la tête de la nymphe qui devra être bien prononcée. Ce type de construction m'a été suggéré par mon ami Giuliano Masetti, constructeur de talent et pêcheur expert. Ces imitations se sont tout de suite avérées très efficaces dans toutes les eaux, avec hameçons de taille moyenne à grande. Voici par contre la plus classique des solutions de ce type de montage. Elle est utilisée surtout par les pêcheurs autrichiens comme imitation de pupes de trichoptères.
Le plus grand avantage offert par les imitations du type que nous venons de décrire réside dans le fait qu'elles coulent très rapidement. Les nombreux mendings exécutés par mon ami Pierrot à la poursuite de cette truite ne servent pas, comme dans le cas de la mouche sèche, à éviter le dragage, mais à faciliter la descente en profondeur de l'artificiel. Entre-temps, la truite continue de se nourrir en gobant les insectes que le courant lui envoie à portée de la bouche. Le pêcheur sait que l'attaque aura lieu presque en superficie, mais il faut bien faire descendre la nymphe avant de la rappeler d'un mouvement de la pointe de la canne. Un lancer trop court, un autre. Cette fois, elle a mordu. Et la lutte commence. Mais la truite a beau tirer et se débattre, le mince fil ne cède pas. C'est un bel exemplaire, de bonne taille. Il ne reste plus qu'à en admirer la livrée et à lui rendre la liberté. Nous allons voir maintenant la méthode la plus efficace et la plus fonctionnelle pour alourdir une artificielle. Il faut savoir que l'on trouve désormais dans le commerce des hameçons déjà prédisposés. Cela dit, sachez que les matériaux à utiliser sont surtout des fils de métal tendre de différentes sections, notamment cuivre et plomb. Si on veut obtenir une descente rapide de l'artificielle, il sera préférable évidemment d'utiliser du plomb. Nous en couperons un morceau dont nous bloquerons l'extrémité près de l'œillet de l'hameçon, afin d'en faciliter l'enroulement en spire jointive sur la hampe de l'hameçon. Il vaut mieux que le poids ajouté soit légèrement déplacé vers la tête de la nymphe, et cela aussi bien pour assurer l'assiette sur l'eau que parce que cette épaisseur supplémentaire, à hauteur du thorax, facilitera le façonnage d'une silhouette parfaite. La quantité de plomb sera déterminée soit par un grand nombre de spires d'un fil de petite section, soit par quelques spires seulement d'un fil de section plus grosse. Une fois que nous en aurons appliqué la quantité voulue, nous couperons l'excédent et avec des spires espacées de soie de montage, nous bloquerons la spirale de plomb pour qu'elle ne pivote pas autour de la hampe de l'hameçon au risque de compromettre la stabilité de notre imitation. Maintenant, nous pouvons continuer jusqu'à la courbure de l'hameçon avec des spires jointives de soie de montage, de façon à créer un support rugueux où nous appliquerons le matériau avec lequel nous continuerons notre dressing. Pour les queues de la nymphe, nous utiliserons des poils d'élan d'une qualité à section très fine. Nous en prélèverons une petite touffe qu'il faudra débarrasser d'éventuels résidus ou du duvet qui se trouve à la base. Nous la fixerons légèrement tournée vers le bas et après l'avoir immobilisée avec des spires plutôt larges de soie de montage sur une bonne partie de l'hameçon, nous la sectionnerons à la hauteur du début de la spirale de plomb. Nous effectuerons les rayures de l'abdomen de la nymphe à l'aide d'un morceau de liquilace de section moyenne et de couleur verte. Nous le fixerons de la même manière que nous avons fixé les poils d'élan.
Tout le corps de la nymphe sera réalisé avec ce new dub en poil d'animal qui, comme son homologue synthétique, est d'une incroyable robustesse. Nous en fixerons une extrémité près de la queue de la nymphe et nous avancerons avec la soie de montage jusqu'à l'endroit où se termine l'abdomen. Tout au long de l'enroulement, il faudra maintenir constamment tendu le new dub en poil, de manière à bien le serrer autour de l'ambre de l'hameçon. Parvenus à l'endroit où nous étions restés avec la soie, nous fixerons le cordon, mais nous ne couperons pas la partie superflue. Nous effectuerons le rayage en étirant le liquilace pour le rendre plus mince, tout en consolidant l'ensemble de la construction. Nous le fixerons à la hauteur de l'enroulement principal. Et nous éliminerons la partie superflue. Quant aux poches à l'air ou ptérothèques, nous les obtiendrons à partir du même matériau qui a servi pour les queues, le poil d'élan. La touffe à utiliser doit être enfilée dans l'égalisateur de poils, du côté de la pointe des fibres. Il suffira de frapper quelquefois le petit conteneur sur le plan de la table de montage pour obtenir l'égalisation des fibres de leur côté le plus fin. Nous les arrêterons de la même façon que les fibres de faisan. Il faudra se rappeler qu'ensuite, elles devront être rabattues vers l'avant. Dans ce cas aussi, il sera préférable de fixer très fermement le matériau à l'hameçon pour éviter de mauvaises surprises par la suite. Nous éliminerons l'excédent, nous ramènerons vers l'arrière où nous le fixerons le new dub en poil. Puis, nous commencerons à l'enrouler pour construire le thorax de la nymphe en veillant à ne pas finir l'enroulement trop près de l'œillet de l'hameçon. Quelques tours de soie de montage et nous pourrons éliminer la partie superflue. Maintenant, nous allons rabaisser la touffe vers l'avant en veillant à ce qu'elle reste bien tirée. Quelques tours de fil. Puis, au lieu de couper l'excédent, nous rabattrons et nous fixerons vers l'arrière deux petites touffes de poils, une de chaque côté de la nymphe. Il faudra qu'elle soit légèrement inclinée vers le bas. D'un côté d'abord, puis de l'autre. Et de la même manière, une touffe plus petite encore, vers le haut.
Et maintenant, nous pouvons couper l'excédent et arrêter le tout par un nœud final bien solide. Ces imitations se prêtent merveilleusement bien à la pêche en eau courante, ou lorsqu'on les utilise avec des queues flottantes et des bas de ligne assez longs dans les lacs ou en réservoir.